Je m'appelle Cyril Varret, je dirige The Ivory Foundation, qui est un fonds de dotation français qui travaille aux côtés du CAI CEDRA depuis plus de 5 ans maintenant. Nous avons commencé donc sur un accompagnement de l'équipe mobile de Dawadi, en finançant ses frais de fonctionnement sur l'année, donc du véhicule, du carburant, du chauffeur. Et suite à une visite sur place, j'ai proposé à l'équipe du CAI CEDRA de mettre en œuvre des projets d'agroforesterie que notre fonds soutient et développe dans d'autres pays. Nous avons choisi de tester cette technique sur le site de Dawadi. Nous avons confié à une association sénégalaise locale qui s'appelle Mbekun le choix d'un terrain à proximité du centre de santé duquel partent l'équipe mobile quotidiennement pour ses visites dans les 20 villages périphériques. Donc ça a pris pas mal de temps après négociation avec les notables locaux. Le responsable d'Ambekun a donc trouvé un grand terrain accolé au centre de santé. Donc nous avons financé dans un premier temps l'implantation d'un forage solaire, d'une clôture, de l'équipement de ce jardin. Le but étant de le confier en gestion à une GIE de femmes du village. Donc actuellement, elles sont 130. Et de garder 20% de la surface de ce terrain pour produire des légumes qui soient distribués aux femmes enceintes suivies par l'équipe mobile dans les 20 villages aux alentours. Donc nous avons fait le choix de l'agroforesterie pour promouvoir cette technique au niveau local. Alors qu'est-ce que l'agroforesterie ? Je vais reprendre une définition du World Agroforestry Center qui résume assez bien la globalité de l'action de l'agroforesterie. C'est un système dynamique de gestion des ressources naturelles reposant sur des fondements écologiques qui intègrent les arbres dans les exploitations agricoles et le paysage rural, qui permet de diversifier et de maintenir la production afin d'améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales de l'ensemble des utilisateurs de la terre. L'agroforesterie est donc un système rationnel d'utilisation des terres qui va accroître la productivité totale de l'espace cultivé en combinant arbres et cultures. Ce sont des techniques agronomiques anciennes qui ont été réactualisées pour répondre aux défis climatiques actuels. Quels sont les avantages ? On peut les lister. Déjà, elle va fertiliser les sols, les enrichir en matière organique et les structurer. Elle va enrichir la biodiversité de ces zones cultivées et stabiliser les milieux. Elle va tempérer le climat du sol et aider à s'adapter au changement climatique en limitant l'évapotranspiration des cultures. Elle améliore la porosité des sols et leur capacité de stockage d'eau et d'éléments nutritifs, ce qui est très utile, surtout en Afrique de l'Ouest, avec les périodes de fortes pluies qui vont raviner tous les sols et toute la richesse des nutriments de surface des sols. Donc là, on va avoir une porosité qui va permettre de retenir ces éléments. Elle diversifie les sources de revenus aussi des agriculteurs, des petits producteurs, en ajoutant à la production maraîchère la production de bois de chauffe, de bois d'œuvre pour construire les maisons, et de fourrage, puisque certaines espèces vont être choisies pour que les branches coupées puissent servir de fourrage pour les animaux. D'autres d'ailleurs serviront d'alimentation pour les hommes, comme le moringa, dont les feuilles séchées sont un aliment nutritif extrêmement important, en particulier pour les femmes enceintes. Elle augmente aussi les revenus par l'économie d'achat d'engrais et de traitements. La fertilisation naturelle induite par les arbres va permettre de diminuer cette charge que représente l'achat des engrais chimiques. Donc simultanément, l'agroforesterie va contribuer à lutter contre l'érosion, lutter contre la déforestation, la désertification, à stocker du carbone dans le bois des arbres et dans les sols qui sont enrichis, et par la suite en matière organique, en réduisant le volume de gaz carbonique responsable des changements climatiques. Il y a un énorme potentiel en agroforesterie. Selon le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il y a plus d'1 milliard d'hectares qui sont disponibles pour être convertis
dans des systèmes agroforestiers à grande productivité, ce qui aurait un impact énorme pour réduire la pauvreté et la déforestation en Afrique de l'Ouest en particulier, et d'avoir un effet de séquestration du carbone aussi à grande échelle. La manière dont on travaille en Afrique, en particulier avec l'APAF qui est présent au Sénégal, au Burkina Faso, et avec Ambekun qui est donc notre intermédiaire régional puisqu'ils sont basés à Tambacounda, ça va être donc de définir un périmètre forestier de petite taille pour justement servir d'exemple, qu'il soit facile à dupliquer pour les femmes qui y seront impliquées, pour les villageois, pour qu'ils puissent servir de modèle pour les villages voisins. Première étape, on va faire un apport financier pour clôturer ce terrain. Immédiatement après, on va lancer la production d'une pépinière d'épineux pour créer une haie vive, une haie coupe-vent aussi, qui va éviter pour la haie vive l'intrusion d'animaux en divagation, qui va prendre le relais quand le grillage sera fatigué. On l'a vu sur beaucoup de projets. Souvent, la raison d'un arrêt de culture d'un potager communautaire dans les villages ruraux en Afrique, c'est que les poteaux ont été mangés par les termites, le grillage a commencé à s'affaisser, les animaux ont commencé à rentrer. Après, il y a des problèmes de puits, d'eau, les populations se découragent, le groupe se disloque et le terrain est abandonné. Donc, tout de suite, mettre en place une haie vive va durablement ancrer ce périmètre maraîcher de manière irréversible. En l'espace de 3 ans, on va créer une haie impénétrable qui va s'enraciner, qui va résister à la période de sécheresse. Deuxième chose, en parallèle, on va faire une pépinière d'arbres fertilitaires qui vont être choisis pour leur capacité à enrichir le sol, à faire un apport en azote dans le sol. Ces arbres vont être répartis sur tout le périmètre maraîcher. On va compter une présence d'un arbre tous les 2,50 m. L'idée, c'est de se dire que au bout de quelques années, on va en couper 1 sur 2. Donc ça va nous faire du bois de chauffe. Mais surtout, la capacité de fertilisation de l'arbre va évoluer avec son développement. C'est-à-dire qu'un arbre, au bout d'une année, va pouvoir fertiliser le sol sur un périmètre de 1 mètre, puis de 2 mètres, puis le cercle va s'élargir. Donc au bout de quelques années, on va pouvoir couper un arbre sur 2, puis à nouveau un arbre sur 2 pour finir à un arbre tous les 10 mètres. Et là, on aura constituer un espace suffisamment ombragé et suffisamment fertilisé au sol. Les arbres, on va les tailler régulièrement, ce qui va continuer à faire un apport en biomasse, un apport en bois de chauffe. Les arbres que l'on va couper vont apporter aussi du bois de coupe pour la construction. Donc, dès qu'on implante un jardin, tout de suite, on va sensibiliser les populations à cette vision à long terme et du rôle que vont jouer ces arbres. Ensuite, on va lancer la première pépinière de maraîchage et fertiliser les sols. Donc souvent, on va aider les sols dans un premier temps en constituant un grand compost. On va creuser des grandes tranchées pour constituer un premier compost naturel qui va doper le sol au démarrage avant que les arbres ne prennent le relais. On va constituer ensuite des planches qui vont faire à peu près 80 cm à 1 mètre de large, pour qu'elles soient faciles d'accès, qu'on puisse cultiver aisément de chaque côté et circuler. Et sur un projet communautaire comme Dawadi, on va partager ces petits périmètres auprès des femmes. Donc il va y avoir une gestion collective du terrain, une mise en commun des ressources, donc en l'occurrence l'eau, la clôture, la pépinière, mais après, chaque femme va gérer de manière individuelle son petit lopin de terre. Et ensuite, il y aura aussi mise en commun de la vente des ressources. C'est-à-dire, il y en a qui pourront se charger d'aller vendre les légumes sur le marché et elles pourront le faire à tour de rôle. Mais c'est important de leur donner quand même une gestion individuelle de leurs parcelles. C'est plus motivant et ça crée une émulation aussi. On a envie d'avoir un beau jardin. Par rapport à l'expérience de Dawadi, on est très satisfait de l'investissement des femmes. Le jardin est bien tenu. Il y a une petite défaillance de départ sur le nombre d'arbres. Donc, comparé par exemple à un projet qu'on a mené au Burkina Faso, où au bout de 3 ans, on a réussi sur un terrain vague en banlieue de Ouaga, dans une cour d'école d'un quartier défavorisé, à créer une véritable oasis qui va vraiment servir d'exemple pour toutes les familles alentours qui vivent là en banlieue, mais qui peuvent aussi avoir des terres un peu plus éloignées en milieu rural. Ils ont vraiment intégré sur cette expérience qu'on a menée avec l'APAF au Burkina Faso l'importance de l'arbre au départ. Et là,
Maintenant, c'est indiscutable et tout le monde peut juger maintenant de l'intérêt de ces arbres sur la fertilisation de ce jardin qui fonctionne maintenant tout seul. Là, en pleine saison des pluies, on voit des images de pluies torrentielles qui ravinent le sol tout autour de ce jardin et on peut imaginer à quel point ce jardin va se gorger d'eau et profiter de ces pluies alors que partout autour, l'eau va ne faire que ruisseler et enlever les nutriments. Et c'est un exemple que je montre à tous les projets sur lesquels on s'implique en Afrique. C'est un vrai exemple de réussite. Parce que le problème pour quelqu'un qui veut se lancer dans une activité de maraîchage en Afrique, c'est qu'on veut du résultat à court terme. On veut nourrir sa famille, on veut avoir des choses à vendre sur le marché. Donc dire à une femme non, on va d'abord faire un effort pour planter des arbres, c'est une vision à long terme qui est pas toujours facile à comprendre dans un premier temps. Mais en voyant un tel exemple, c'est extrêmement encourageant pour les communautés. Et ils vont vouloir suivre cet exemple et réussir un espace similaire pour eux. Donc maintenant, nous sommes dans une deuxième phase de développement de ce projet. On a donc une ferme pilote à Dawadi qui est en place et on veut la dupliquer dans les villages de la zone suivie par l'équipe mobile. Donc on a missionné le jardinier l'année dernière avec la fondation pour identifier toutes les initiatives de jardins communautaires qui pouvaient exister dans ces villages. On a ensuite sélectionné les 5 villages sur lesquels on pouvait, avec un petit investissement, aider à développer une activité agricole. Alors bien sûr, on a favorisé ceux sur lesquels il y avait un accès à l'eau qu'on pouvait améliorer, ou alors déjà une parcelle clôturée, mais abandonnée avec des faïences d'eau. Et là, notre investissement va consister à refaire les clôtures et relancer la même dynamique, à savoir lancer 2 pépinières, une pépinière d'arbres fertilitaires, une pépinière d'arbres épineux pour la haie vive. On va identifier dans chaque village des femmes qu'on va former sur Dawadi pour qu'elles puissent ensuite revenir dans leur village et développer les mêmes techniques. Toute cette dynamique qu'on a engagée en collaboration avec le CAESTEDRA est extrêmement positive et tout ceci peut se développer et avoir des incidences sur les communautés avoisinantes qui vont avoir envie de s'engager sur des démarches similaires puisqu'on voit bien que le résultat est tangible pour les populations. La gestion de ces terrains est simplifiée et beaucoup plus pérenne.